Bien-aimé, fidèle d'une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi pour terminer, on va terminer aujourd'hui notre série sur les familles prospères. Donc, j'espère que vous êtes nombreux à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse pour vous qui écoutez chaque semaine, semaine après semaine, ce que nous disons, ce que nous partageons. Et ma prière est que cela vraiment fasse du bien à vos familles, fasse du bien à vos couples. Et priez pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette occasion que nous avons encore ce midi de pouvoir nous retrouver pour parler du couple et de l'argent, du couple chrétien et de l'argent du couple chrétien et de la manière dont ils doivent gérer leurs finances pour que cela ne devienne pas un problème dans leurs relations les uns avec les autres. Merci Seigneur d'inspirer tout ce qui va être dit, pour que par la puissance de ton esprit, cela touche les cœurs de tous tes enfants qui ont besoin d'entendre ce qui va être dit. Tous tes enfants qui sont mariés et dans les foyers desquels l'argent pose problème, les finances posent problème. Les finances sont une source de tension, de stress qui empêche tes enfants de s'épanouir véritablement dans leur mariage, dans leur foyer. Que Seigneur, ce qui va être dit puisse les aider à avancer, à renouveler leurs pensées, à poser de nouvelles bases pour pouvoir aller de l'avant avec toi. Béni sois-tu Seigneur parce que tu le fais. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler du couple chrétien et les finances, ou du couple chrétien et l'argent. Les autres semaines, les dernières semaines, depuis le début, nous avons beaucoup parlé d'argent, la place que les finances occupent dans notre vie, de la place que cela occupe dans la volonté de Dieu pour nous. Nous avons eu des séances très pratiques sur la manière de gérer nos finances. Et aujourd'hui, je vais plus particulièrement insister sur la manière dont les couples doivent gérer leurs finances. Sur les mesures ou bien les dispositions que les couples chrétiens doivent prendre pour que l'argent ne soit pas une source de difficulté dans leur foyer. On dit que la plupart, parmi les principales causes de divorce, il y a l'argent. Il y a l'infidélité, il y a l'argent. L'argent occupe une place importante, même lorsque ça ne mène pas au divorce. L'argent occupe une place importante dans les soucis que les foyers ont, que les couples ont. Donc c'est important, en tant que couple chrétien, de se pencher sur cette question. Peut-être que vous n'êtes pas encore marié, vous êtes sur le point de vous marier, ou vous êtes marié nouvellement, ou vous êtes marié à plusieurs années. C'est important de voir, est-ce que l'argent n'est pas une source de discorde dans notre mariage? Est-ce que l'argent n'est pas une source de tension? Parce que parfois, même si ce n'est pas la discorde, c'est de la tension, du stress. Et ce stress, cette tension que les problèmes financiers génèrent, pollue l'atmosphère, pollue l'ambiance, l'harmonie dans le couple, et cela aussi n'est pas bon. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'abord des problèmes que l'argent pose. Quels sont les défis auxquels les couples ont à faire face dans le cadre du couple par rapport à l'argent. Et ensuite, je vais ébaucher quelques solutions. C'est vrai qu'une émotion de 30-40 minutes ne peut pas suffire pour pouvoir véritablement faire le tour de la question, mais c'est juste lancer quelques idées pour que après ceux qui sont intéressés puissent approfondir. Donc, au titre des défis, le premier défi que pose l'argent, c'est le fait que l'argent devienne une source d'obsession et de cupidité pour certains couples. Et dans ce cas-là, c'est comme si le couple est prêt même à sacrifier la relation pour de l'argent. Quand les deux, monsieur et madame, sont constamment à la recherche de l'argent, ça devient une obsession pour eux.
avoir le maximum d'argent, qu'ils entreprennent, qu'ils travaillent pour cela, quel que soit, si l'argent devient vraiment une obsession dans un couple, ça nuit à la relation. Quand chacun est focalisé sur la recherche de l'argent, ça nuit à la relation. Ça, c'est le premier défi. Ensuite, le deuxième défi, c'est souvent que on a des valeurs financières qui sont différentes. On a un rapport à l'argent qui est différent. On a des priorités financières qui sont différentes. Et cela va entraîner des conflits. Quand j'accompagne des fiancés dans la préparation au mariage, souvent on parle de cette question, mais ce que j'ai remarqué, c'est que à cette étape des fiançailles, c'est des questions qui paraissent encore un peu trop théoriques pour les futurs conjoints. Donc c'est pas quelque chose qui les accroche vraiment. Mais c'est important, dès l'époque des fiançailles, de se parler pour savoir quelles sont nos valeurs en matière de finances. Quel est notre rapport à l'argent? Chacun a un rapport différent à l'argent relativement à ce qu'il a vécu. Quelqu'un qui a vécu dans une famille où il n'y a jamais eu manque d'argent n'a pas le même rapport à l'argent que par exemple quelqu'un qui a vécu dans la pauvreté et qui se dit que ses enfants ne vont jamais vivre dans la pauvreté. C'est pas le même rapport à l'argent. Donc, c'est important même déjà à l'époque des fiançailles de discuter de cette question pour voir quelles sont nos valeurs dans ce domaine. Et quand les valeurs sont divergentes, il faut dès le départ prendre des dispositions pour s'accorder, sinon après, ça va créer des difficultés dans le couple. Quand je parle de valeurs divergentes, par exemple, si l'un des conjoints a déjà planifié sa vie financièrement, vous savez, il y a des gens comme ça. La personne, elle n'est peut-être pas mariée encore, mais elle a déjà planifié sa vie. Elle s'est dit que à 30 ans, elle doit avoir déjà acheté sa maison. À 35 ans, elle va quitter son boulot pour entreprendre. Donc, il y a des gens comme ça qui ont fait une planification de leur vie, ce qui conditionne déjà leur priorité en termes financiers. Si j'ai 22, 23 ans et que je me dis, au plus tard, à 30 ans, je dois avoir ma maison, donc ne plus être dans une location, maison de location, et que je suis quelqu'un d'organisé, j'ai une manière de dépenser mon argent qui peut ne pas convenir à mon conjoint qui, lui, n'a pas cette priorité-là. Lui, il estime que quand on est jeune, il faut s'amuser, il faut profiter de la vie, et quand le moment viendra d'avoir des enfants, d'avoir des responsabilités, à ce moment-là, bon, on va se ranger, mais pour lui, il ne conçoit pas que à 25, 26 ans, on ne puisse pas utiliser son argent pour s'éclater au maximum, pour s'habiller, pour faire des sorties. Voilà, c'est sa conception. Et si cette personne qui réfléchit comme ça, qui a cette conception, va épouser une autre qui, lui, a planifié financièrement sa vie, vous voyez déjà que il y a des problèmes qui vont se porter à l'horizon. Quand on caricature, en général, on estime que c'est les hommes qui sont des bons planificateurs dans ce sens où ils se disent, et que c'est les femmes qui sont dispendieuses, qui utilisent l'argent pour acheter des sacs, des habits, des mèches. Bon, ça c'est la caricature, mais il y a des fois c'est l'inverse. C'est la femme qui a des priorités dans la vie auxquelles elle tient, et c'est l'homme qui estime que bon, le moment n'est pas venu encore de se serrer la ceinture et qu'on peut dépenser l'argent comme on en a, vivre au-dessus de ses moyens. Bon, c'est un peu pour lui, c'est normal, c'est ce qu'on fait quand on est jeune. Donc, il va pas concevoir qu'on commence à se comporter comme des vieux à 28, 30 ans, alors qu'on a la vie devant nous pour mettre l'argent de côté. Alors que pour une autre personne, on n'a pas la vie devant nous pour mettre l'argent de côté, parce que moi, j'ai des priorités qui font que déjà, à un certain âge, je dois entreprendre certaines choses. Vous voyez que c'est important de parler de cette différence qu'on a dès les fiançailles et d'en discuter et d'arriver à s'entendre sur un minimum. Sinon, c'est sûr qu'il y aura des difficultés
dans le foyer. Cela va entraîner des conflits permanents. Et comme je l'ai dit, l'argent, les conflits qui sont liés à l'argent sont des conflits qui sont vraiment importants, qui prennent de l'ampleur dans la relation. Troisième défi, c'est par rapport aux dettes. Beaucoup de couples se forment étant déjà endettés. Parce qu'ils se sont endettés pour se marier, ils se sont endettés pour aller en voyage de noces, ils se sont endettés pour meubler l'appartement qu'ils ont pris ensemble, etc., etc. Donc déjà, on commence la vie de couple avec cette tension financière. Bon, je pense que par rapport à tout ce que dont je vous ai parlé toutes ces dernières semaines, ce que je pense des dettes et tout ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous n'allez pas faire. Mais il y a parfois ce défi des dettes qui sont déjà là. Soit même que peut-être l'un d'entre vous a pris quand vous étiez encore célibataire, mais la dette est là. Vous êtes marié maintenant, il faut y faire face. Ou, comme je l'ai dit, vous êtes endetté pour vous marier, vous êtes endetté pour acheter une voiture, vous êtes endetté pour meubler votre maison. Et les premières semaines, premiers mois de la vie de couple, qui normalement devraient être idylliques, sont difficiles parce que il y a problème d'argent. On n'arrive peut-être même pas à couvrir les charges basiques. Par rapport à ces différents défis, il y a plusieurs problèmes qui ressortent fatalement. Les conflits. Les conflits, il y a des foyers dans lesquels l'argent est une source permanente de conflits parce qu'on est en désaccord permanent sur les finances. Et ça dégénère en règle générale dans des conflits, dans des discussions vraiment qui polluent l'atmosphère du foyer et qui ne sont pas propices à ce que l'amour grandisse, à ce que l'amour s'épanouisse. Le stress, j'ai parlé du stress. Le stress financier peut affecter même la santé physique et la santé mentale des conjoints parce que si vous êtes dans une situation financière telle que cela génère énormément de stress pour vous, cela va nuire à votre relation et cela va permettre, va entraîner une dégradation de la relation qui ne va pas être quelque chose de bien pour véritablement la vie de couple. Et cela peut engendrer aussi la perte de confiance, la dégradation de la relation, nourrir des frustrations. Un conjoint peut être frustré par ce stress lié aux besoins financiers, ou bien peut être frustré par ce que ça apporte comme difficulté dans la relation, d'avoir des soucis financiers, ou bien d'être confronté à la mauvaise gestion des finances par l'un des comment je peux dire, l'un des conjoints. Voilà. Donc, voilà un peu rapidement présenté les principaux défis et problèmes que génère l'argent. Bon, il y a d'autres qui sont moins importants, mais sur lesquels je vais pas trop m'attarder. Par exemple, les problèmes liés au fait que l'un travaille, l'autre pas. En règle générale, c'est la femme qui ne travaille pas, mais il arrive aussi que la femme travaille et que le mari, soit il n'a pas encore eu de travail, mais il a perdu son travail. Ça crée des problèmes, des tensions financières. Il y a des tensions liées au fait que celui à qui est confiée la gestion des finances. Bon, là, je vais revenir sur cet aspect après. Est-ce que c'est forcément le mari, parce qu'il est le chef, qui gère les finances? Ça, on peut en discuter. Je vais en parler un peu plus tard. Quel système on utilise pour gérer les finances? Est-ce qu'on a un compte joint, un compte séparé? Enfin, toutes ces questions-là, je vais en parler vers la fin. Mais toutes ces questions-là aussi peuvent être des questions qui créent de la frustration. Une femme, par exemple, qui ne travaille pas parce qu'elle a choisi de ne pas travailler pour se consacrer à sa famille, à son mari, à ses enfants.
et qui est victime, en guillemets, de la mauvaise gestion de son mari, elle va être frustrée. Même une femme qui ne travaille pas, en règle générale, vous savez comment le travail de la femme au foyer est vu, c'est pas considéré, c'est pas valorisé. Une femme qui reste à la maison, elle a toujours ce complexe par rapport à la femme qui travaille. Parce que son travail n'est pas vraiment reconnu. On a l'impression qu'elle dort du matin au soir, elle fait pas grand chose, elle est assise devant la télé, etc. Alors qu'elle fait vraiment un travail. Et ce travail-là n'est pas rémunéré, ce travail-là n'est pas reconnu, ce travail n'est pas valorisé. Elle peut être frustrée si en plus son mari se comporte avec elle dans le domaine financier comme un goujat, comme on voit souvent. Donc, il y a tous ces problèmes. Le fait aussi que peut-être un est plus dépensier que l'autre. Peut-être que celui qui a la gestion dépense l'argent du foyer de manière inconsidérée, sans tenir compte de la vie de sa partenaire ou de son conjoint, sans tenir compte de ce que le partenaire ou le conjoint a aussi des besoins qu'il faut combler, etc. Donc, il y a tous ces problèmes-là, mais je vais m'arrêter là concernant les problèmes liés à l'argent dans le couple, aux défis que cela suscite. Alors, comment surmonter ces défis, comment surmonter ces problèmes de multiformes liés à l'argent dans le couple? Le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est le fait qu'il faut prier ensemble. Il faut prier ensemble pour les finances. Il y a beaucoup de sujets pour lesquels le couple doit prier ensemble. Mais ces sujets comme l'argent, la sexualité, qui sont à la base de beaucoup de problèmes, doivent être au centre, excusez-moi, de votre vie de prière commune. Priez pour que le Seigneur vous donne de gérer votre argent de manière responsable, afin véritablement d'éviter les conflits. Deuxième chose, il faut établir des bases honnêtes en matière de gestion des finances. Une transparence. Mettre, je dirais, les pieds dans le plat par rapport à ce dont on a parlé tout à l'heure, les différences de valeur financière. Il faut pouvoir discuter et définir vos priorités financières communes avec honnêteté et avec ouverture d'esprit. C'est important. Souvent, c'est une question taboue, telles les fiançailles. Mais ça ne doit pas être tabou parce qu'il faut jouer carte sur table et discuter honnêtement de votre rapport à l'argent et de comment cela peut être une cause de conflit et de comment il faut mettre en place ce qu'il faut pour que ça ne devienne pas un conflit. Donc, quelles sont vos priorités financières? C'est important. Quand vous voyez, vous commencez à vivre ensemble ou bien vous êtes mariés depuis longtemps, il faut régulièrement se poser cette question. Quelles sont nos priorités financières? Qu'est-ce qu'on veut réaliser sur le plan financier d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans? Ça, c'est des projections que les maris et les femmes doivent s'asseoir pour faire ensemble. C'est pas chacun a son rêve dans sa tête. Chacun décide de son côté. Non. C'est des choses qu'il faut planifier ensemble parce que quelle que soit la manière dont vous avez choisi de gérer votre argent ensemble, cela aura une incidence, les priorités de l'un et les priorités de l'autre. Si les priorités ne sont pas communes, combien de fois on ne voit pas des couples qui, bien que s'aimant, vont aller presque à la rupture parce que le mari, sa priorité par exemple, c'est de ne rien dépenser pour la maison ou en tout cas de dépenser le minimum pour mettre de l'argent de côté pour investir par exemple. Il y a des hommes, c'est leur priorité, c'est ça. Mais si la femme ne comprend pas ça, elle va dire, mais même si on doit investir, je comprends qu'on doit investir, mais il y a quand même, on doit vivre pour pouvoir investir. Et souvent, ne serait-ce que savoir qu'est-ce qu'il faut pour vivre, qu'est-ce qu'il faut épargner, ça peut être source de conflit. Donc, il faut pouvoir s'asseoir
et avoir une conversation honnête et franche sur les priorités et arriver à s'accorder sur ça. C'est important. Ça, c'est même indépendamment de qui gagne quoi, qui l'argent appartient à qui. C'est même pas ça. Parce que à partir du moment où vous êtes marié, tu ne peux plus dire mon argent, tu ne peux plus dire mon salaire. C'est notre argent, c'est notre salaire. Quel que soit ce que l'autre apporte, même si c'est toi qui apportes 90% des revenus de la maison, du foyer, tu dois discuter de tes priorités financières avec ton conjoint qui, lui, n'apporte peut-être que 10%. Donc, c'est important cette discussion pour établir ensemble les priorités et arriver à adhérer chacun à ce qu'on a décidé. Si, par exemple, on se marie et qu'on se dit que après 5 ans maximum de mariage, on doit avoir notre maison, il faut que la femme soit d'accord, il faut que le mari soit d'accord et que les efforts qui sont faits pour arriver à cet objectif soient des efforts communs. Il ne faut pas que l'un souffre de cette décision. Il ne faut pas que l'un fasse tout pour faire capoter cette décision. Il ne faut pas que l'un, par cette décision financière, la manière dont il gère l'argent, empêche que cette décision devienne une réalité. Donc c'est important de s'accorder, de dire on est d'accord pour pouvoir faire telle ou telle chose. Et à partir de ce moment, chacun fait ce qu'il a à faire pour qu'on atteigne cet objectif. Donc premièrement, j'ai dit prier. Deuxièmement, discuter honnêtement de nos priorités en termes financiers. Troisièmement, il faut établir un budget. C'est important, établir un budget. Il faut établir ce budget-là. Et comme je l'ai dit, il ne suffit pas d'établir le budget. Ça, c'est la première étape. Parfois, cette première étape est tellement difficile, nous prend tellement de temps qu'on pense qu'une fois qu'on a fait ça, non. Le plus difficile, c'est de suivre le budget qu'on a établi. C'est de respecter le budget qu'on a établi. Et justement, quand on est marié, quand on est un couple, lorsqu'on établit le budget, on l'établit ensemble. Le budget tient compte des besoins des deux parties. Le budget intègre véritablement les besoins du mari, les besoins de la femme, les besoins de la famille. C'est important d'avoir un budget qui soit consensuel. Pas un budget qu'on vient imposer, qu'une partie vient imposer à l'autre. Parce que ça ne va pas marcher. Quand on impose, en règle générale, on ne suit pas, on ne respecte pas. Et vous voyez que autant pour n'importe qui est célibataire, toute personne, c'est important d'établir le budget. Pour le couple, c'est encore plus important. Parce que le budget, une fois qu'on a établi le budget, on a réglé une bonne partie des difficultés auxquelles on peut être lié dans la gestion des finances. Parce que ce que, par exemple, une femme va reprocher à son mari, c'est qu'il fasse des dépenses dont elle n'est pas au courant. Qu'il dépense son argent sans demander à elle son avis. Qu'il fasse ce qu'il veut de son argent sans qu'elle ne soit impliquée. Par exemple, lorsque le mari travaille ou bien gagne beaucoup plus et que la femme, soit elle ne travaille pas, ou alors elle travaille mais ce qu'elle gagne est infime, la tentation du mari, c'est de faire ce qu'il veut de son argent. Sans en référer forcément à sa femme parce qu'il estime que c'est son argent. Parce qu'il estime qu'il est le chef et que les décisions qu'il prend, ce sont des décisions responsables qui arrangent la famille. Il y a des cas comme ça. Mais le fait de s'asseoir et d'établir un budget, ça permet à la personne qui ne peut-être pas gère directement ou au quotidien les finances, d'avoir comme un regard, un droit de contrôle sur l'autre pour dire, bon, voilà, ce mois-ci, je me rends compte que tu as fait telle dépense alors qu'on n'a pas prévu ça. Alors que quand on a discuté de notre budget, on n'en a pas tenu compte. Bon, c'est vrai, même si c'est un imprévu, tu m'en parles.
ou même si ce n'est pas un imprévu, que c'est quelque chose auquel on n'a pas pensé, tu m'en parles. Donc, vous voyez que le budget est un outil très intéressant pour les couples, pour pouvoir contrôler, suivre la planification qu'on s'est donnée. Et ça permet à celui qui pourrait être frustré parce qu'il n'a pas la gestion quotidienne des finances, de ne pas l'être. Vous savez, c'est comme dans une entreprise. Quand on fait un budget annuel, après chaque mois, il y a le contrôle de gestion qui fait un reporting pour dire, bon, voilà ce qu'on avait prévu, voilà ce qu'on a réalisé. Et ça permet à toutes les parties prenantes de l'entreprise de savoir où on en est. C'est exactement la même chose dans le couple. On a établi un budget. Après, il faut chaque mois faire le point. Voilà, on avait prévu ce mois-ci de dépenser 500 000. Il se fait qu'on a dépensé 600 000 parce que. Et donc, l'autre peut dire non, tu ne peux pas dire ça. La prochaine fois, quand on dépasse le budget, je dois être au courant. Quand on dépasse le budget, en quelque sorte, j'ai donné mon accord pour le budget, je dois donner mon accord pour les dépassements de budget. C'est comme ça se passe dans les entreprises. On se lève pas comme ça et puis on dépense. Et puis après, à la fin, on dit non, j'ai dépensé 2 fois ce qui était prévu au budget. Et bon, j'ai dépensé, c'est fini, prenez-le comme ça. Non, on demande, on suit, et quand on arrive à des moments où on doit dépasser le budget, il faut toujours revenir à la personne avec laquelle on a établi le budget pour dire, ah, il doit y avoir un dépassement pour telle raison, et ça doit être validé. Donc le budget est vraiment quelque chose qui est important. 4e conseil, c'est éviter les dettes inutiles. Je ne vais pas revenir là-dessus. Éviter de s'endetter pour acheter une voiture, pour acheter des choses qui perdent de la valeur, des choses qui ne sont pas utiles, des choses dont on peut se passer. Et il faut aussi veiller à rembourser les dettes existantes dès que possible. Je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Et puis, aussi, en tant que couple chrétien, en tant que foyer, vous devez faire une bonne place dans votre budget aux dons. Dons pour l'église, dons pour le royaume. C'est ça qui est important aussi pour préserver vos finances. Je ne vais pas revenir sur ça aussi. Je pense que nous en avons suffisamment parlé. Mais en tant que couple, vous devez veiller à cela. Et souvent, il y a un qui est plus généreux que l'autre. Et le plus généreux doit inciter le couple à être généreux. Comme je dis souvent, Dieu nous met souvent ensemble pour nous rendre meilleurs. Et c'est rare que 2 avares se retrouvent ensemble dans un foyer. C'est rare que 2 extra généreux, parce qu'il y a des gens qui sont extra généreux, qui sont généreux à l'extrême, se retrouvent. Donc le Seigneur nous met ensemble pour que l'un déteigne sur l'autre, que le généreux déteigne sur l'avare, et que l'avare aussi devienne un peu généreux. Dans les 10 minutes qui me restent, je vais parler de comment gérer les finances dans le couple. Quel système mettre en place. D'abord, avant de venir à ça, il y a la question souvent qui est posée de savoir, lorsque la femme travaille, est-ce qu'elle est obligée de contribuer comment je peux dire, aux besoins du ménage. Dans le questionnaire que j'utilise pour les cours de mariage, il y a une question qui est posée aux fiancés, qui est la suivante. Lorsque la femme travaille, à qui appartient son argent? Et je peux vous dire que, en règle générale, la femme dit que l'argent lui appartient et pas, l'argent n'appartient pas au foyer. Quand elle travaille, son argent lui appartient. C'est l'argent du mari qui appartient au foyer. À mon sens, bon, cette réponse est valable dans certaines circonstances, dans certaines conditions. Faut dire que ma pensée a fortement évolué sur
cette question ces dernières années. En tout cas, bon, je vais pas, c'est pas le lieu d'en parler. Je crois que j'en ai déjà un peu parlé lorsqu'on a parlé des besoins respectifs de l'homme et de la femme, où le besoin de la femme, c'est d'être prise en charge financièrement par son mari. C'est un besoin de la femme. C'est vraiment un besoin qu'il ne faut pas négliger. Parce que aujourd'hui, beaucoup de femmes, et moi personnellement ça a été mon cas, on s'est engagé dans le mariage en disant on est égaux, je travaille, mon mari travaille, donc on partage les charges moitié-moitié. Sinon même parfois un peu plus la femme que l'homme, parce que en général ce qui est confié à la femme, c'est ce qu'on appelle la popote, l'alimentation. Or c'est ce genre de dépenses qu'il est parfois difficile de contrôler. Donc mais je disais que j'ai évolué sur ça parce que je pense que même lorsque la femme travaille, son mari doit faire attention à ce que son besoin d'être prise en charge financièrement soit comblé. Ce n'est pas parce qu'elle t'aide à payer, à prendre en charge le foyer, à, je dirais, contribuer, même 50%, qu'elle n'a pas le besoin d'être prise en charge financièrement. Et souvent, le fait que la femme travaille, qu'elle puisse apporter autant que son mari, et qu'elle puisse peut-être même avoir beaucoup d'argent à sa disposition pour ses besoins personnels, ne fait pas que son besoin d'être prise en charge par son mari disparaît. Et je crois qu'aujourd'hui, les femmes modernes, entre guillemets, sont un peu lésées dans ce domaine-là, parce que leur mari a tendance à croire qu'elle n'a pas besoin de son argent. Non. Et ce n'est pas de la cupidité, ce n'est pas du matérialisme. Donc c'est des choses, c'est des questions, en tout cas je pense que il faut que de plus en plus, dans les couples, dans les séminaires de couple, on en discute pour pouvoir, je dirais, examiner à fond cette question et établir des règles qui permettent à la fois à la femme d'aider son mari, parce qu'elle est appelée à aider son mari, et lorsqu'elle travaille, elle peut l'aider en contribuant financièrement, mais sans nier le fait que c'est le mari qui est responsable de la prise en charge de la famille. C'est sa responsabilité. Et sa femme n'est qu'un appoint, un support, un soutien. Mais je connais on voit souvent des maris qui font reposer la charge financière de la famille sur les épaules de leur femme. Parce que soit ils n'ont pas suffisamment de moyens, ou ils estiment que ce que la femme gagne, elle ne donne pas assez de ce qu'elle gagne. Donc, parfois parce qu'il a pris des décisions qui ne sont pas, il prend des décisions qui font que la femme se retrouve en face du stress lié, par exemple, à un loyer ou à des dépenses qui n'étaient pas prévues qu'elle doit prendre en charge. La femme n'a pas à subir ce stress-là, elle a un autre stress. Sa responsabilité dans ce domaine, vis-à-vis des besoins de son mari, c'est d'être un soutien pour son mari dans le foyer. Et lorsqu'une femme travaille déjà, c'est difficile pour elle de faire ces deux boulots, de cumuler ces deux tâches, de travailler à l'extérieur et d'être un soutien dans la famille. Donc c'est ça, elles sont son fardeau, si je peux dire, c'est ça. Mais c'est pas en plus de subir le stress financier. Donc ça, il faut que ce soit des questions qui soient discutées au sein des couples et que chacun exprime clairement son besoin dans le domaine et que la balance soit équilibrée. Donc la femme, lorsqu'elle travaille, oui, elle doit contribuer, mais c'est pas sa responsabilité première. Ce n'est pas de prendre en charge le foyer. Donc une fois que j'ai dit ça, quel système adopter pour gérer les finances? D'abord, il y a la question déjà au niveau du régime matrimonial. En règle générale, le régime matrimonial qui est choisi par les couples chrétiens, c'est la communauté de biens. Mais j'ai remarqué de plus en plus
les jeunes, nos enfants, lorsqu'ils se marient aujourd'hui, optent pour la séparation de biens. Souvent, ils disent oui, c'est parce qu'ils veulent entreprendre et que c'est pour protéger la famille, parce qu'en tant qu'entrepreneur, donc lorsqu'on a des difficultés financières, en fonction du régime entrepreneurial qu'on a, on peut saisir vos biens personnels dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, pour ne pas avoir à mettre leur famille, pour mettre leur famille à l'abri, ils préfèrent choisir ce régime. Mais bon, moi, j'avoue que je suis toujours un peu choqué quand j'entends séparation de biens à un mariage. C'est peut-être la vieille école. Mais, déjà, le choix du régime matrimonial. Mais même lorsqu'on est dans un régime matrimonial de la communauté des biens, on peut faire des choix différents dans la manière dont on gère pratiquement les finances du couple. Par exemple, on peut choisir d'avoir un compte joint. Donc, on a un seul compte. Le salaire de madame, le salaire de monsieur sont virés dans le même compte. Et à partir de là, on fait les dépenses. Et on affecte à chaque, disons, conjoint, le montant nécessaire aux dépenses qu'il doit effectuer, et etc., etc. Bon, ce système m'a paru, à moi personnellement, le meilleur pendant de nombreuses années. Là aussi, je suis en train d'évoluer par rapport à moi-même, mon expérience personnelle, mais aussi à d'autres expériences que je vois autour de moi. Donc, par rapport à ça, il faut juste dire peu importe. C'est à chacun de décider, chaque couple, pardon, de décider ce qui leur convient le mieux. Si vous avez un compte joint, c'est la transparence totale. Mais ce qui se passe souvent, c'est que même lorsqu'on a un compte joint, c'est une des parties, soit le mari, soit la femme, qui gère en fait ce compte-là. Parce qu'on peut avoir, bon, il y a tous les systèmes possibles, hein, dans les comptes joints. Il y a les comptes, comme on dit, monsieur ou madame. Donc, monsieur ou madame peuvent faire des opérations sur le compte, le banquier ne pourra pas refuser. Et puis, il y a des comptes joints où c'est monsieur et madame. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire d'opération si les deux ne sont pas signataires sur le compte. Donc, déjà, il y a une grande différence en fonction de compte joint monsieur ou madame ou compte joint monsieur et madame. Mais ce qui se passe et qui peut être source de tension dans le cas où on a un compte joint, mais que c'est une personne qui gère, c'est lorsque, malgré le fait, ou bien parce qu'on n'a pas de budget, la gestion ne convient pas parce que l'argent, on a l'impression que l'autre ne dépense pas l'argent comme on aurait souhaité. Pour régler ça, c'est d'avoir un budget et de le suivre et de rendre compte. La deuxième est aussi, point très important, quand on a ce type de fonctionnement où le compte est joint et les deux salaires sont virés sur le même compte, il faut veiller absolument à ce que chacun ait un montant qui lui revienne en propre et dont il peut disposer librement. C'est très important. Et ça, j'ai parlé de compte joint avec deux salaires, mais ça peut être un compte joint avec un seul salaire parce que madame ne travaille pas. Pour moi, c'est la même chose. C'est pas parce qu'elle ne travaille pas que elle n'a pas droit de regard sur le compte. Parce que c'est un compte joint. Donc, il faut absolument dans ce système garder une partie dont vous convenez ensemble. Pour dire ça, c'est l'argent de poche qui est donné à chacun. Il n'a pas à rendre compte de la manière dont il utilise cet argent-là. Et c'est ça souvent qui n'est pas fait et qui crée d'énormes difficultés dans les finances des couples qui mettent leur argent ensemble. Donc si par exemple, on s'est entendu que chacun a 50 000 francs d'argent de poche, 100 000 francs d'argent de poche, cet argent-là lui appartient. Il en fait ce qu'il veut. S'il veut aller donner à sa maman, il donne à sa maman.
Si elle veut aller donner à son papa, elle lui donne. Si elle veut acheter des mèches avec, elle achète avec. Elle n'a pas à rendre compte de ce qu'elle fait de cet argent. Et ça, c'est très important quand on met l'argent en commun, d'avoir un peu ces fonds que j'appelle secrets, dont on peut user comme on veut, sans avoir à rendre compte à l'autre. Mais en dehors de ce fonds, dont on a déterminé le montant ensemble, tout le reste, chacun doit être redevable à l'autre de justifier l'utilisation qu'il fait du moindre franc. En règle générale, quand on a un compte joint, c'est qu'on on se dit, il y a tel montant qui va au loyer, tel montant qui va à l'alimentation. Donc, par exemple, l'argent de l'alimentation, on donne ça à madame qui gère, mais madame qui gère le montant de la popote doit être en mesure de rendre compte à monsieur de la manière dont elle a dépensé cet argent. Parce que souvent, l'autre, ce qu'on remarque, c'est que celui qui ne dépense pas l'argent a l'impression que l'autre le dépense de la mauvaise manière. Par exemple, si vous travaillez tous les deux et que vous avez décidé de dépenser 300 000 francs pour l'alimentation, par exemple, quand les prix des denrées vont monter et que la maîtresse de maison va dire, par exemple, qu'il faut augmenter l'argent de la popote, le monsieur va pas comprendre parce qu'il va estimer que ce qu'il donne déjà, c'est trop. Donc, le fait de rendre compte à l'autre, je dis pas tout le temps, pas dans tous les détails, quoique c'est bon aussi d'entrer dans les détails, de pouvoir, une femme par exemple, de pouvoir faire le point de tout ce qu'elle a acheté, piment 5 francs, boîte d'aliments 15 francs, voilà, et c'est pour ça que les 300 000, voilà comment je les ai utilisés. Parce que parfois, nous-mêmes quand tu utilises, tu sais pas comment tu les as utilisés, donc tu peux pas rendre compte à l'autre, tu peux pas justifier de l'utilisation que tu as eu de l'argent. Et beaucoup de maris, justement dans des fonctionnements comme ça, se disent que la femme fait je retiens, comme je dis, comme on dit souvent, elle fait je retiens sur l'argent de l'alimentation, elle fait des tontines à gauche et à droite avec cet argent, etc. Et ça crée un manque de confiance. De la même manière, la femme qui, par exemple, ne sait pas combien, parce qu'elle n'a pas de voiture, ne sait pas combien coûte une vidange, combien il faut pour réparer le moteur d'une voiture, va trouver que ce qui va dans l'entretien, la maintenance de la voiture, c'est trop. Pourquoi son mari dépense autant en essence, en maintenance, alors que les moyens ne suffisent pas? Parce que, justement, soit elle ne connaît pas le détail, ou bien soit elle n'est pas d'accord avec le fait même d'avoir une voiture parce que c'est devenu trop coûteux. Donc, c'est important dans ce type de fonctionnement de rendre compte à l'autre de la manière dont on utilise l'argent commun. À partir du moment où on a décidé de mettre en commun, peu importe qui gagne le plus, qui gagne le moins, on doit être redevable l'un envers l'autre de la manière dont on dispose de l'argent, donc du budget. C'est important. Parce que parfois, ce qui se passe, on fait un budget, on dit effectivement qu'on va épargner, on est tous deux d'accord, mais celui qui gère l'argent au quotidien, on se rend compte que, en fait, il n'épargne pas. En fait, il ne suit pas le budget qui a été fixé. Ce qui devait être en épargne, il a dépensé dans autre chose. Et il n'a même pas, il n'en a même pas parlé. Et parfois, c'est quand on est au moment où on se rend compte qu'on a besoin de l'argent qu'on a mis de côté, qu'on se rend compte qu'en fait, l'argent n'est plus là parce que celui qui gère a pris pour faire autre chose. Et ça, c'est pas de nature à mettre l'autre conjoint en confiance lorsqu'on a un système de mise en commun totale. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport aux avantages et inconvénients d'un compte commun. Maintenant, on peut avoir des comptes séparés. On peut avoir des comptes séparés où chacun gère son argent et chacun a une partie des dépenses qu'il engage à partir de son compte directement. C'est-à-dire on se répartit les charges, monsieur paye le loyer, l'eau, l'électricité, donc il le fait à partir de son argent. On peut se répartir les charges en disant, bon, madame, elle fait telle chose,
Et donc, les comptes sont vraiment séparés et chacun fait sa gestion. La difficulté dans ce cas-là, comment faire pour les projets communs? Quand on veut s'acheter une maison ensemble, par exemple, comment on va faire? Comment on va procéder? Quand on veut, on a on veut mettre l'argent de côté ensemble, comment on procède? Donc c'est un peu la difficulté. Donc là, la troisième alternative, c'est que chacun a un compte séparé, mais après on se met ensemble pour pouvoir avoir un compte commun pour les projets, pour l'épargne, etc. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce système-là. Donc l'essentiel, c'est donc de mettre en place un système qui fonctionne pour vous. Aussi bien au niveau du type de compte, aussi bien au niveau de la répartition des charges, etc. Est-ce que chacun garde son argent, on décide de mettre ensemble ce on doit dépenser ensemble? Est-ce qu'on décide de contribuer moitié-moitié? Donc on a un compte où chacun apporte la moitié des dépenses. En tout cas, il faut que vous trouviez un système qui vous arrange, mais le plus important, c'est de faire en sorte que ce système génère le moins de conflits possible, crée le moins de frustration possible. Et c'est là où c'est important aussi de discuter des frustrations qu'on a, de discuter des appréhensions qu'on a, de discuter des problèmes qu'on voit dans la manière dont on gère pour pouvoir apporter des réponses. Voilà. J'ai été vraiment très longue aujourd'hui parce que je voulais absolument terminer. Je vais m'arrêter là et prier en tout cas vraiment que chaque couple, comme je l'ai dit, le plus important quand on a des difficultés qui sont liées aux finances dans le couple, il faut prier, demander la direction du Seigneur, établir un budget, très important. C'est pour ça que tout ce qu'on a dit les autres semaines, c'est important en tant que couple que vous puissiez faire ce travail et suivre ce budget, établir vos priorités en matière financière et être d'accord l'un l'autre pour réaliser ces priorités. Donc je vais m'arrêter là. Et dernière chose, il faudrait pas, parce que l'argent prend autant de place dans les conflits, parce que l'argent est souvent au centre de la vie du couple. Il faudrait pas que ce soit ainsi. Ce qui doit être au centre de la vie du couple, c'est la confiance, c'est l'amour, c'est le respect mutuel. C'est ça d'abord. L'argent ne doit pas être au centre de nos vies de couple. Et pour cela, nous devons gérer nos finances, mais leur donner la bonne place dans notre famille, dans notre relation. Je vais m'arrêter là pour terminer. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce que tu as permis de dire à tes enfants. Je veux te bénir et te rendre grâce de ce que toi-même tu as utilisé tous ces 9, je crois, émissions pour parler à tes enfants de l'argent. Je prie pour tous ceux qui vont regarder ces émissions par la suite, que cela leur serve, que cela leur soit utile, qu'ils puissent les mettre en pratique les outils qui leur ont été donnés pour que véritablement nous soyons des familles prospères, des familles qui prospèrent à tous égards et des familles qui contribuent généreusement à l'avancée de ton royaume ici-bas. Que à partir de nos foyers, à partir de nos maisons, il y ait des flux financiers qui viennent alimenter ton royaume, qui lui permettent d'atteindre ses objectifs, de gagner les âmes, de gagner les perdus, de gagner les égarés à tout prix. Que Seigneur, par notre bonne intendance des biens que tu nous as confiés, nous puissions rendre nos familles prospères et rendre le royaume prospère. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Comme je l'ai dit la semaine dernière, nous allons avoir un break de 2 semaines. Donc mercredi prochain et mercredi dans 2 semaines, nous ne serons pas là. Nous reviendrons, je crois c'est, je sais plus, début mai. Et donc je reste toujours en attente de vos suggestions, de vos propositions de thèmes. Ce qui est sûr, le
Le 3 mai, nous serons de retour avec un nouveau thème qui, je l'espère, vous fera encore du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.